il y a un impôt qui est terrible, c'est la transmission. Donc si vous ne préparez rien, eh bien, sachez que l'État s'occupera de vous et ça va coûter très cher. École et crèche, 1600 €, ça coûte cher les enfants, c'est un vrai budget. La nounou, ça coûte cher aussi. Et du coup, vous serez millionnaire dans, roulement de tambour, un peu plus de 14 ans à 48 ans pour vous. Il y aura quand même un accélérateur énorme qui est à votre disposition, c'est le crédit, mes amis. Endettez-vous, il y a de la bonne dette là à faire. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va analyser le profil d'un couple de médecins qui veut préparer l'avenir de ses enfants. C'est parti. Du coup, je vous disais, mon couple de médecins qui a un patrimoine brut de 180 000 €, brut et net d'ailleurs. Il n'y a pas d'emprunt pour notre équipe de médecins, notre équipe de choc. On voit qu'il y a 81 000 € d'actions et de fonds, pas mal de cash. On va essayer de comprendre s'il y a un projet immobilier peut-être. Pas mal d'autres actifs aussi. Un tout petit peu d'immobilier, donc ça, j'imagine que c'est de la SCPI, peut-être des fonds, peut-être des foncières cotées. Je ne sais pas. Un peu de compte bancaire et un peu de crypto. Patrimoine un peu assez étonnant, quoi. On comprend pas trop ce qui se passe. Beaucoup d'actions, donc du risque, et en même temps beaucoup de livrets. Donc on va se plonger dans le profil. Du coup, 34 ans chacun, mariés en séparation de biens, deux magnifiques jeunes enfants, tous deux médecins hors de Paris, public pour madame et libéral pour monsieur. Je serais curieux d'ailleurs de savoir qui, peut-être qu'on l'a vu dans le cash flow, qui gagne le plus. Est-ce qu'on gagne plus dans le public ou dans le libéral? Bon, j'imagine que libéral gagne à tous les coups. Mais bon, à vérifier, on va voir s'il y a le détail. Nous visons la parité parfaite de nos revenus et patrimoine. Très bien, félicitations. Pas évident, quoique faisable, j'imagine, quand on a exactement la même profession. Et après, vu que vous êtes mariés, alors on va voir la séparation des biens, ça a quand même quelques implications, mais ça me semble jouable. Revenu du couple, 11 500 € au total, salaire hospitalier, université, libéral, garde. J'imagine que université, est-ce que vous êtes à l'hôpital universitaire? Est-ce que vous donnez des cours à l'université? Je serais intéressé d'en savoir plus, si vous pouvez le dire en commentaire. Je suis preneur. J'ai découvert l'investissement grâce à MPP, mon petit placement, j'imagine, et j'ai ensuite largement approfondi le sujet grâce au contenu en ligne et à Finari. Merci Mounir. Avec plaisir. Je suis plus à l'aise avec la volatilité. La volatilité, c'est quoi? C'est la variation des performances, donc des prix quelque part. Donc, je gère actions et crypto. Ma femme gère livret et SCPI en assurance vie. Ok. J'aime expérimenter en investissant de petites sommes dans différents supports pour comprendre comment ils fonctionnent avant de m'engager plus massivement. J'ai ainsi exploré les SCPI, les small caps. Les small caps, c'est des actions à faible capitalisation boursière. Donc, typiquement, j'avais reçu Willy Amigon. Celui, il gère des small caps françaises et de mémoire, ça doit aller jusqu'à quelques centaines de millions d'euros. Donc, c'est vraiment tout petit en termes de capi boursière. C'est des petites sociétés cotées en bourse. Crowdfunding, ça vous connaissez. Private equity sur assurance vie, crypto, etc. Objectif, faire fructifier un patrimoine issu de notre dur labeur et pourquoi pas devenir millionnaire. C'est tout le mal que je vous souhaite. Savoir à partir de quand optimiser la transmission à nos enfants sans se bloquer trop tôt. Très bon point, c'est clé parce qu'en fait, je pense qu'on passe beaucoup de temps à optimiser l'imposition sur les enveloppes, sur les investissements, mais il y a un impôt qui est terrible, c'est la transmission. Donc si vous ne préparez rien, sachez que l'État s'occupera de vous et ça va coûter très cher. Par contre, si vous anticipez en faisant tout un tas de choses, les donations, le démembrement, vous allez énormément limiter le frottement fiscal au moment du décès. Alors c'est un peu triste, mais il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, en tout cas pour que vos héritiers ne soient pas pris au dépourvu. Et ça s'anticipe, il n'y a pas de secret. Dès maintenant, là vous avez dit 34 ans je crois, 34 ans, vous pouvez déjà anticiper des choses et on va regarder en détail ce que vous pourriez faire. Pouvoir acheter un premier logement à chacun de nos enfants quand ils débuteront leur vie professionnelle, leur vie étudiante ou professionnelle. Top. Et voir Mounir en blouse blanche dans une miniature YouTube. Ça, je pense que vous allez la voir, ça va être cadeau. Du coup, vous nous avez gentiment fourni votre cash flow. Le cash flow, énorme, vous avez réussi, mais c'est trop, vous avez réussi à mettre les petits symboles du sexe, trop bien. Du coup, on voit, voilà, qu'est-ce qui rapporte le plus? C'est profession libérale, en tout cas médecin en libéral, sans grande surprise, j'ai envie de dire. Ça nous donne un salaire de 11 500. Alors, c'est un gros salaire, évidemment, on va pas se mentir, mais bon, en même temps, médecin, c'est quoi? C'est bac plus 7, plus 8. Ça peut aller beaucoup plus haut, je crois, donc c'est bac plus 12 peut-être. 10 ans, voilà, bac plus 10. Entre bac plus 10 et bac plus 12, c'est dur. Donc il y a le PEA de madame à 2 000 €. Bon, a priori, c'est le PEA de madame, mais c'est monsieur qui gère. Pas évident à suivre. L'assurance vie de madame aussi, 500 €. Le PEA de monsieur, cette fois, 1 000 €. Et Finari Life, 100 €. Finari Life, c'est quoi? C'est notre assurance vie. Ok, très bien. Le loyer, vous êtes locataire. Intéressant d'ailleurs comme choix. Intéressant, on va essayer de comprendre pourquoi. Charge, bon, il y a pas mal d'électricité
l'électricité, rien de surprenant. Le ménage, quand même, ça c'est intéressant parce que c'est une première optimisation fiscale que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre une personne qui va vous aider à faire des ménages et vous pouvez la payer en chèque emploi service et vous pourrez déduire du coup la moitié de son salaire de votre revenu. Donc ça fait un petit avantage. En plus, ça offre une certaine sécurité à la personne que vous employez. Donc là, typiquement, sur les 280 € que ça a coûté, en réalité, si c'est déclaré, etc., ça a coûté que 140 €. Alors, encore faut-il payer des impôts pour ça. École et crèche, 1600 €, ça coûte cher, les enfants, c'est un vrai budget. La nounou, ça coûte cher aussi. Ensuite, pas mal de choses. La banque. Il y a encore des frais bancaires. Là, je pense qu'il y a peut-être un petit truc à faire de supprimer les frais bancaires. Finari, 10 €. Voilà. Il y a pas mal de gens qui m'ont fait remarquer que c'était assez paradoxal que sur notre scanner d'abonnement, finalement, on se tire un peu une balle dans le pied. Mais bon, moi, j'ai pas de problème à montrer les sujets. L'idée, c'est pas de savoir s'il faut payer des abonnements ou pas. L'idée, c'est juste de savoir si vous payez les bons. Et c'est pas que les abonnements, d'ailleurs. C'est tout un tas de choses que vous payez régulièrement. Donc, aucun problème avec ça. Si Finari vous apporte de la valeur, tant mieux. Si ça ne vous apporte pas de valeur, eh bien, écrivez-moi pour que je comprenne ce qui manque. Le sport, hyper important, investissement en soi. Et ensuite, les vacances. Bon, ça, c'est un gros budget. C'est un gros budget, 18 000 € par an. Mais en même temps, faire des vacances en famille avec 2 enfants, ça coûte assez cher. Allez, on passe aux détails. Les livrets, on va tout de suite aller voir votre Finari. On va pas tourner autour du pot. Boum. Vous nous avez dit les livrets, donc on va commencer par ça. Tiens, il y avait un énorme drop. Il y avait beaucoup d'argent sur des livrets, 71 000 €. Et là, ça vient de bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Matelas de sécurité élevé car incertitude sur les revenus complémentaires, garde, remplacement. Ça serait intéressant de voir d'ailleurs ou de comprendre quelle part est vraiment incertaine mois après mois. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'analyse sur les 12 mois passés, afin de comprendre en fait quelle part de votre salaire est assez stable, même s'il n'est pas garanti, il est stable, et quelle part est vraiment variable. J'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine stabilité dans ces métiers. Alors, je ne dis pas que c'est un métier très difficile par ailleurs, mais en tout cas, je trouve que le matelas m'a l'air énorme puisque du coup, si on prend les dépenses, aller à la louche, vous dépensez 7 800 €. Allez, on va dire 8 000 pour arrondir par mois. Bon, bah, ça fait quand même, ça faisait à un moment 10 mois de dépenses, un peu moins, les 9 mois. Là, on est descendu quand même, on est à 6 mois. Intéressant de comprendre ce qui s'est passé. Bon, vous me direz 6 mois avec des enfants, c'est pas non plus complètement déconnant, donc pourquoi pas. On continue, action et PEA. Je garde une assurance vie, mon petit placement, même si elle est pleine des frais, par fidélité au projet et au CEO. Je crois que mon petit placement vient de se faire racheter. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, ils sont fait racheter, j'allais dire par la France Mutualiste, mais je crois pas que ce soit... c'est Malakoff, pardon. Malakoff la France Mutualiste avait investi et finalement c'est Malakoff qui rachète la société. Et voilà, on voit que en fait c'est le même groupe. Donc en fait tout ça fait partie de la même opération. Mais en tout cas, tu décides de rester chez eux par fidélité, donc pourquoi pas. D'ailleurs, on voit qu'ici il y a eu un gros pump. Donc je me demande si une partie des liquidités du livret ne sont pas parties directement en bourse. Peut-être d'ailleurs pour profiter de la grosse baisse qu'il y a eu grâce à Donald Trump. Mais en tout cas, on va prendre ton assurance vie, mon petit placement, c'est celle-ci. Et les frais, bon voilà, les frais je vous le donne dans le mille, 2,30%. Pourquoi c'est cher mon petit placement? Alors en soi, les frais de contrat sont bien, 0,50%. Franchement, c'est top, c'est parfait. Si vous pouvez avoir ça, allez-y, les yeux fermés. Maintenant, le problème, et d'ailleurs ça, pour ceux qui découvrent, c'est le scanner d'abonnement. Donc l'idée, c'est de regarder les frais de contrat et les frais de ce qu'on appelle les sous-jacents, donc les fonds que vous allez mettre dans le contrat. Et donc là, on va avoir plein de fonds. Donc voilà, il y a Mandarine, il y a Thematics, de Natixis, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on va faire un exercice qui est assez simpliste, simplet, certains pourraient dire, mais en réalité, il est assez efficace. C'est qu'on va tout simplement identifier les fonds qui qui facturent plus d'un certain niveau de frais. On ne va pas regarder la performance du fonds. Alors vous allez me dire, oui, mais le fonds pourrait surperformer le marché, c'est tout à fait possible. Maintenant, statistiquement, l'étude Spiva, etc., je vous en ai parlé plein de fois déjà, la plupart des fonds n'y arrivent pas. Donc, si 90% des fonds n'y arrivent pas, vous avez quand même de fortes chances que dans cette allocation, il y a également 90% des fonds qui sous-performent, donc vous paierez plus cher pour moins de performance. Ça ne veut pas dire que mon petit placement ne fait pas un bon boulot, ça veut juste dire qu'il faut en avoir conscience. Donc personnellement, et ça a toujours été mon approche, et je m'en cache pas, je préfère limiter mes frais au maximum et parier sur le marché, donc prendre des ETF, plutôt que de parier sur un gérant qui va prendre des paris pour essayer de battre le marché. Parce que je sais que dans la majorité des cas, ça ne paiera pas. Donc là, qu'est-ce que ça veut signifier tout ça? À la limite, peu importe, on peut prendre ces frais-là, mais concrètement, le manque à gagner si les fonds ne surperforment pas leur indice ou font
à minima pas égal avec pas la même performance que l'indice, eh bien ça fait un portefeuille qui pourrait être optimisé quand même un petit peu. Alors voilà, on voit que dans 30 ans, on pourrait avoir 16 000 € de plus. Alors évidemment, c'est des projections, hein, ça n'engage que ceux qui veulent y croire. C'est linéaire, il n'y a pas du tout de grandes mathématiques derrière. De toute façon, personne ne peut prédire le futur, mais l'idée, c'est qu'il y a 16 000 € de manque à gagner liés aux frais, donc ça fait quand même pas mal. Mais bon, je comprends aussi la fidélité au projet, et surtout si ça t'a aidé à te lancer dans l'investissement. J'ai ouvert un PEA-PME en pensant à une logique du crowdfunding, mais j'ai arrêté après un premier projet vu le marché actuel. Alors ça, je pense que c'est une excellente idée. Je l'ai déjà dit, je le répète, je ne suis pas très fan du crowdfunding, non pas parce que les boîtes ne sont pas pertinentes, etc., mais parce que c'est illiquide et on voit un retournement très fort du marché. Il y a un acteur qui vient de faire faillite, donc j'ai oublié le nom à l'instant, mais en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en difficulté, il y a beaucoup de projets à l'arrêt. J'ai personnellement plein de projets qui sont complètement à l'arrêt et ça fait je pense 2 ans que je reçois les mises à jour trimestrielles et c'est toujours la même chose, c'est en gros on n'arrive pas à vendre les biens, on n'arrive pas à trouver un acheteur pour tel truc, on n'arrive pas à lancer le projet parce qu'il manque des financements, donc tout est un peu à l'arrêt. Donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir arrêté ça. Mieux vaut investir sur d'autres types de supports immobiliers si ça t'intéresse, ou alors faire de l'immobilier en direct, ou alors tout simplement aller sur des actions ou des obligations, enfin bref, du côté. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Tu nous disais autre chose sur ton PEA. J'ai tenté du stock picking sur des small cap santé, après d'importantes pertes, j'ai réalloué sur un fonds classique. Ok, alors on va essayer de trouver ce fonds classique. Ah voilà, PEA, PME, pardon. Et donc, tu nous as pris le Odo BHF micro-cap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des toutes petites capis. Et donc, on va regarder ce que donne ce fonds. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je prends tout simplement l'ISIN, qui est l'identifiant. Vous pouvez toujours le copier sur Finari ici. Et ensuite, je vais aller regarder la perf. Et donc, on voit que ce fonds, sur 5 ans, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sous-performe largement son indice. Donc, vous voyez que son indice, c'est en vert. Le MSCI Europe Small Cap, pas exactement. Je pense que l'indice n'est pas exact. Mais en tout cas, on voit que par rapport au small cap, il sous-performe largement. Pour moi, c'est pas exactement juste là ce qu'on regarde, mais bon, c'est pas très grave. On voit par contre que le fonds sur 5 ans, par rapport à sa catégorie, de toute façon, il fait 12 points de moins. Donc, pourquoi prendre ce fonds par rapport à un ETF qui ferait la même chose, hein, parce que des ETF, alors je sais pas s'il y a des ETF micro-cap Europe, il faudrait vérifier, mais des ETF small-cap Europe, il y en a plein. Donc voilà, petit questionnement sur ça. On va quand même regarder la suite de ce que tu as dans ton PEA, classique pour le coup. On voit que d'ailleurs là, voilà, tu as fait le versement d'une partie du livret, tu as mis 12 000 € ici. Donc là, tu as du Monde, tu as 2 ETF Monde et tu as du Stoxx 50. Donc ça, intéressant. Ce qui aurait été peut-être plus intéressant, c'est de faire du S&P et du Stoxx. Comme ça, tu as en fait les deux continents sans le Japon, si ça ne t'intéresse pas. D'ailleurs, on voit que le Stoxx a très bien marché ces derniers temps parce que l'Europe est plutôt en surperformance. Je crois d'ailleurs, alors on me l'a dit, j'ai pas vérifié, Boursobank, iShares. Bon ben voilà, on rendez-vous sur la... Ça c'est quand même assez marrant, je me retrouve sur la communauté Finari en faisant une recherche Google et donc là on voit plus l'offre qui consistait, en fait qui éliminait les frais de courtage au moment où on investissait sur des ETF iShares via Bourso. Donc a priori il y a un minimum de 500 € maintenant et donc là l'utilisateur nous dit qu'il va switcher sur le nouvel ETF d'Amundi qui est moins cher encore, c'est le DCAM, plutôt sympa le nom je trouve. Donc payer des frais de courtage, oui, mais en même temps, il paye moins de frais sur l'encours. Donc peut-être que c'est un avantage. En tout cas, si ça vous intéresse qu'on fasse un simulateur où on compare le coût global, frais de courtage et frais d'ETF, dites-le nous dans les commentaires, on fera ça. Mais voilà, là il y a peut-être, faut regarder les frais. N'oubliez pas que les frais de courtage, c'est de l'argent qui est perdu à jamais, donc autant les limiter au maximum. D'ailleurs, il y a des plateformes qui ont des frais de courtage très petits, mais qui ont un spread très grand. C'est-à-dire que vous allez acheter un actif à un prix qui est pas terrible, vous allez le vendre à un prix qui est pas terrible. Donc tout n'est pas, généralement, rien n'est gratuit dans la vie. Donc à vérifier ici. Mais en tout cas, ici, je trouve que c'est un peu, il y a un peu d'overlap. D'ailleurs, on travaille sur un outil d'overlap, on vous a pas oublié. Il y a un peu d'overlap. Peut-être que ça aurait été mieux de faire d'une part S&P 500 et d'autre part ensuite Stoxx 50. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur tes enveloppes? J'imagine qu'il y a le PEA il y a l'assurance vie chez Lynxea qui est en gestion libre, j'imagine, 19 000 €. Donc ça doit être Spirit 2. Donc on voit ici déjà, c'est plus le même profil de frais parce qu'en réalité, on a des frais qui sont beaucoup plus bas et surtout, si on regarde les actifs, c'est bien meilleur. Alors il y a des SCPI, évidemment, ça tire les frais à fond vers le haut. Il y a des FCPR, il y a un FCPR, on va le regarder, ça c'est du PE, du private equity. Mais sinon, les ETF, c'est très très propre, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, c'est nickel. Alors encore une fois, on n'aura pas de miracle, on n'aura pas mieux que le marché, mais à minima,
on aura le marché, moins des tout petits frais, donc on va s'en sortir quand même assez bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses de notables dans cette partie actions et fonds? On va regarder sur le PEA de Madame, bah, c'est la même chose. Non, c'est pas exactement la même chose. Alors là, il y a carrément 3 ETF monde. Tu as le Amundi, bah, c'est je pense que c'est les DCA M. Je pense que c'est ça. Hein. Si on regarde les frais, hop. Voilà, ça c'est le nouveau Amundi DCAM et donc là tu as le iShares, l'ancien Amundi, tu as vraiment toutes les sauces. J'imagine que tu ne veux pas vendre pour ne pas payer de frais de courtage. Voilà, encore une fois, peut-être que là l'Excel il pourrait vous aider pour savoir si ça vaut le coup d'arbitrer ou pas en fonction des montants. C'est vrai que des fois ça ne vaut le coup, des fois ça ne vaut pas le coup. Mais si vous projetez sur le long terme, généralement ça va valoir le coup. Tu as une autre AV Lynxea, je vous rappelle que les AV c'est pas limité par personne, vous pouvez en avoir 10 si vous voulez. Donc tu as Lynxea, tu as Finari, tu as mon petit placement, aucun problème, vous faites ce que vous voulez. Là tu as un fonds qui a un objectif climatique intéressant. Le PEA PME on a regardé, l'assurance vie, tu nous disais quelque chose dessus d'ailleurs. Nos enfants ont chacun une AV chez MPP avec un DCA mensuel. Nous privilégions l'assurance vie par rapport au PEA car nous envisageons après l'achat d'une résidence principale à moyen terme et auront besoin d'apports. Intéressant. Il y a peut-être quelque chose qui est mieux à faire ici. Alors l'assurance vie déjà il y a un compteur, c'est les 8 ans. Donc effectivement, tu as un abattement sur les plus-values en fonction de ta situation matrimoniale. Mais je pense que le PER pourrait peut-être être plus intéressant dans ton cas parce que, à mon avis, j'ai pas votre feuille d'imposition sous les yeux, mais alors vous avez quand même 2 enfants, donc vous avez quand même des parts supplémentaires, vous avez des demi-parts en plus, donc là 3 parts, mais vous devez être quand même fortement fiscalisé. Est-ce que finalement avoir un PER serait pas plus intéressant? Si on fait un peu la comparaison, bon le PER, je pense que vous connaissez maintenant, hein, on verse de l'argent dedans, on a une déduction fiscale immédiate de ces versements. Cette déduction, elle est intéressante si on a une tranche marginale d'imposition qui est élevée, donc 30% minimum. N'allez pas m'ouvrir un PER si vous êtes à 11%, ça ne sert à rien. Franchement, c'est assez simple à retenir, c'est 30%. Vous pouvez d'ailleurs regarder sur votre feuille d'imposition, en bas, vous pouvez voir le stock que vous pourriez avoir en termes de déduction, parce que si vous ne l'avez pas utilisé, si vous n'avez jamais versé dans un PER, vous avez 3 ans de mémoire de stock, et donc ça peut être quand même un montant assez important la première année. Donc ça peut être assez sympa. Rien n'est gratuit dans la vie, surtout pas en France. Vous déduisez de votre revenu imposable. Mais du coup, par contre, c'est comme le Jamel Comedy Club, l'entrée est gratuite, mais la sortie est payante. Vous êtes refiscalisé à la sortie. Et donc le seul intérêt de l'opération, c'est si votre TMI baisse fortement. Donc vous rentrez, vous êtes à 30 ou à 41 ou à 45, super. Donc vous avez déduit lorsque vous étiez très fortement fiscalisé et vous sortez, vous êtes à 11. En fait, vous payez beaucoup moins d'impôts à la sortie et vous avez capitalisé pendant très longtemps. C'est intéressant, à condition que les frais, évidemment, de votre PER soient très bas, parce que là, vous êtes sur un produit qui est bloqué jusqu'à la retraite. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que vous pourriez théoriquement le prendre et le casser pour un projet de résidence principale. C'est une des raisons qui permettent une sortie. Donc, c'est l'un des intérêts du PER, surtout quand on est fortement fiscalisé. Alors, il faudrait faire des petits calculs pour voir si c'est pertinent pour vous, mais ça pourrait être intéressant. Alors évidemment, je pourrais parler pendant 15 minutes de chaque enveloppe. Ça tombe bien, j'ai fait des vidéos sur chaque. J'ai fait vidéo PER et assurance vie. On va vous les mettre dans la description ou quelque part ici. Si ça vous intéresse qu'on fasse un petit match PER contre assurance vie pour l'achat d'une résidence principale, ou d'ailleurs d'autres enveloppes, hein, le PEA pourrait être pertinent aussi, dites-le moi dans les commentaires et je m'y attellerai. Enfin, moi, je ferai rien. L'équipe va s'y atteler et moi, ensuite, je vous présenterai tout ça. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est vrai que c'est un cas dont on parle pas assez. D'ailleurs, on prépare une série de vidéos sur l'IMO et là, ça pourrait être assez chouette. On l'évoquera à minima, mais si vous voulez une vidéo dédiée, vous me le dites. Alors avant de passer aux questions, je vais quand même regarder le reste du patrimoine parce que ça m'intéresse. Actions et fonds, on en a parlé largement. Autre actif, il y avait beaucoup de choses. Une C5 Aircross, bon ça je vois assez bien ce que c'est une Citroën. Une Rolex Datejust très sympa en acier, 36 mm. Une Bell & Ross très sympa aussi. Et une Hermès Capcode. Ce sont des belles montres. Est-ce que tu as fait des plus-values dessus? Très belle plus-value sur la Rolex, magnifique. Sur les autres, un peu moins, mais bon, je pense que c'est aussi des achats plaisir. L'IMO, je me demandais ce que c'était. Eh bien, j'ai la réponse. Moi, je l'ai vu tout à l'heure, déjà, c'était des SCPI, en assurance vie. D'ailleurs, on a vu que tu les as prises en assurance vie et en direct. Je rappelle qu'en assurance vie, vous ne payez pas, vous n'êtes pas imposé sur les loyers puisque vous ne les touchez pas directement, ils sont au sein de l'enveloppe, donc vous capitalisez. Et généralement, les loyers peuvent même être réinvestis dans des parts de façon automatique, donc ça c'est assez sympa. Si vous les avez en direct, vous payez des revenus. C'est des revenus fonciers, donc ça fait assez mal. Vous pouvez faire de la nue propriété, mais toi, tu as fait de la pleine propriété. Je pense que ça aurait été assez intéressant de faire de la nue propriété ici pour justement
acheter des parts moins chères maintenant et ensuite toucher les revenus plus tard à un moment où tu as peut-être envie de lever le pied. Alors je pense que tu as 34 ans donc tu vas pas lever le pied tout de suite, mais peut-être à un moment où tu auras besoin de revenus complémentaires pour les études de tes enfants. Donc ça pourrait être intéressant. Et la crypto, ça on en a parlé un tout petit peu, tu nous avais dit que tu investissais sur Cryptinary, alors tu investis plus grand chose, j'imagine que tu as retiré tes cryptos vers le Ledger HODL, donc très 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 bien. D'ailleurs tu es repassé en cash, assez intéressant, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé, on voit que c'est monté plus haut, puis après c'est allé à zéro, et puis maintenant voilà, ça navigue un peu à vue. C'est vrai que les cryptos sont assez hautes en ce moment, hein. On a, tu vois, tu avais du BTC, tu n'en as plus a priori. Curieux de savoir ce qui s'est passé, on regarde les comptes bancaires, bon là pas grand chose, c'est très très efficient, donc rien à dire. Allez, question. Comment opérer la gestion financière en couple? Je crois que savoir que tu n'es pas fan de celle-ci. Alors je ne suis pas fan de celle-ci, c'est juste que il faut bien définir le cadre. C'est comme un artiste, il pose un cadre et ensuite il s'exprime à l'intérieur. Le couple, c'est pareil, il faut poser un cadre et ça faut définir les règles en fait. Donc il faut s'asseoir, il faut dire toi, tu as besoin de quoi, moi j'ai besoin de ça. Et donc ensuite, on utilise les outils à notre disposition. Vous êtes en séparation de biens, donc il y a un contrat, très bien. Ça veut dire que, en gros, vous restez tous chacun un propriétaire de vos biens. Vous avez certaines protections contre les créanciers. Chacun gère son patrimoine de façon séparée. On peut ajouter une clause, la clause société d'acquet. Ça permet de mettre des biens en commun, par exemple la future maison. Ça, j'imagine que c'est ce qui est prévu. Parce que si aujourd'hui, l'un de vous décède, l'autre n'aura pas forcément les droits dessus en fonction de la configuration de l'achat. Donc ça, il faut faire bien attention. L'autre outil qui est à votre disposition, qui est indispensable, surtout vu que vous avez des enfants, c'est le testament. Il faut que vous pensiez déjà à la fin, j'ai envie de dire, malheureusement. Il faut nommer un tuteur légal, faut nommer un administrateur légal, faut surtout faut organiser la transmission, quoi. Faut commencer à transmettre, tout simplement. Vous pouvez faire des donations déjà dès maintenant. Vous pourriez aussi acheter au moment de la maison, puis commencer à la démembrer très vite. Ça, j'en parle dans mon livre où il y a notamment ce schéma-là. En fait, en fonction de votre âge, la valeur de la nue propriété, la valeur de l'usufruit aussi, vont évidemment bouger. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous êtes jeune, plus la valeur de l'usufruit est importante. Plus vous êtes vieux, moins elle est importante. Donc plus vous êtes jeune, plus vous donnez une petite part. Et donc, on peut en parler pendant 15 heures, mais un exemple chiffré est quand même plus simple. Donc on va faire un cas qui est vraiment très basique, mais vous allez comprendre pourquoi. On va dire que la mère veut transmettre à un enfant, c'est son préféré, c'est le petit Damien. Vraiment génial, Damien, on l'adore. C'est le préféré, elle veut lui transmettre, la maison elle vaut 500 000 €, et ça a lieu dans 5 ans, elle aura 39 ans. Dans 5 ans, la valeur du propriété, de ce que va récupérer Damien, ça sera 30% de la valeur du bien, donc 30% fois 500 000 € égale 150 000 €. La base imposable après abattement, ça va être 150 000 € moins 100 000 € puisque chaque parent dispose d'un abattement par enfant de 100 000 € qui se renouvelle tous les 15 ans. C'est pour ça que je vous donne un exemple très simplifié, mais vous comprendrez pourquoi. Et du coup, la base imposable, c'est 50 000 €. Donc là, on va continuer le scénario jusqu'au bout et en appliquant les droits de donation, on arrive à 8 100 € payés par les enfants pour récupérer la maison qui vaut, je rappelle, 500 000 €. Ça, c'est le cas où on a bien anticipé dès maintenant, à 39 ans, etc. Cas numéro 2, on n'a rien anticipé, on n'a rien fait du tout. On transmet le jour du décès, malheureusement. Et là, si c'était le barème actuel, on serait à 98 000 €. Donc forcément, la note, elle est extrêmement salée. On parle de 11 fois plus dans le cas où ce n'est pas préparé. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a un impôt qui est extrêmement puissant, qu'on peut éviter, c'est ça. C'est anticiper la transmission, c'est anticiper et éviter ce genre d'énormes factures. Bon, après, il y a des trucs tout basiques aussi. C'est vrai que sur Finary, vous avez l'abonnement, donc vous avez le mode famille. Vous pouvez répartir les comptes, vous pouvez avoir des comptes joints, vous pouvez avoir des comptes individuels. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire le budget tous les mois, donc aller vérifier ce qui s'est passé pour aller pointer les transactions si vous avez envie d'aller dans ce niveau de détail. Mais à minima, identifier que votre règle que vous aviez fixée, qui est donc un équilibre entre les deux parents, soit respectée. Et je pense qu'avec ce que vous avez déjà mis en place, plus testament, plus préparation de la transmission, plus un budget équilibré, vous allez être très bien. Que faire de mon PEA, PME? Écoute, pourquoi tu veux en faire quoi que ce soit? Je pense que le PEA, PME, il n'est pas au plafond. Tu n'es ni au plafond sur le PEA, ni sur le PEA, PME. Donc, continue. Je rappelle que le PEA, PME permet d'augmenter le plafond et donc d'aller à 225 000 € de plafond global au lieu des 150 000 que sur le PEA. En plus, vous pouvez mettre quand même des fonds qui sont assez sympas. Vous pouvez mettre des ETF small cap dessus parce que comme son nom l'indique, il permet d'investir dans des petites sociétés. Vous pouvez mettre le fonds de William Higgins si vous aimez un autre gérant star qui est passé déjà 2 fois sur les Finary Talk, qui surperforme le marché. Donc vous avez plein d'outils, vous avez des super ETF, vous avez des gens actifs si vous voulez, vous pouvez faire du stock picking aussi. Mais je ne verrai pas de problème. Ce que je ferai simplement, c'est que je favoriserai les versements sur le PEA avant
d'aller sur le PEA PME. D'ailleurs, je pense, et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois avec des députés, je pense qu'il faut regrouper les deux enveloppes, il faut supprimer le PEA PME, il faut faire un PEA avec un plafond beaucoup plus gros, par exemple 300, 500 000 euros, et il faut que ça soit beaucoup plus simple tout ça. Là, on crée une espèce d'usine à gaz pour pas grand-chose. Quel est ton avis sur les fonds de PE disponibles sur les AV, même avec un relativement petit patrimoine? Alors, tu nous as mis le fonds qui s'appelle donc Ardian Multistratégie. C'est un FCPR. Voilà, donc en fait, ce qu'on appelle le vrai private equity, ce sont des FPCI. Et donc ces fonds-là sont des fonds accessibles à partir de 100 000 euros. C'est ce qu'on propose notamment chez Finary One, ce que proposent les banques privées. 100 000 euros minimum, mais en réalité, certains fonds sont accessibles à partir de 1, 2, 5 millions d'euros. Donc c'est énorme. Et c'est là où on a les meilleurs TRI aussi. Donc ça, c'est, disons, le vrai private equity. Et là, vous avez une version un peu édulcoré. Donc on voit que déjà c'est cher, mais ça c'est vrai tout le temps, le private equity est cher. Typiquement chez Finary One, on ne prend pas de frais d'entrée sur le PE. Là, a priori, c'est également le cas. Il n'y a pas de frais d'entrée, par contre, il y a des frais de gestion. Et donc on voit qu'au global, les frais s'élèvent à peu près à 2,95%. Et donc il y a une partie qui va aller au distributeur de 0,8%. Donc en gros, ça c'est des rétrocessions qui vont rémunérer le courtier, ici en l'occurrence. Maintenant, il faut regarder la perf. Bon, c'est vrai que la perf, pour autant de frais, elle n'est pas terrible aujourd'hui. De ce qu'on a trouvé, elle est à 14% de rendement sur 5 ans. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais quitte à choisir, autant choisir des fonds qui sont hyper performants. Celui-là, a priori, alors peut-être que ça va se retourner, mais je trouve ça pas super impressionnant. Je vous rappelle, les fonds de private equity qui sont vraiment top, on est sur des TRI à 15, à 20, à 25%. Donc c'est des rendements qui sont monstrueux, mais ça, vous ne l'aurez pas dans des FCPR, malheureusement. Donc moi, je dirais, ça sert à rien d'y aller, surtout si pour l'instant, c'est trop gros en termes de patrimoine, d'accéder au vrai. Enfin, je ne comprends pas trop la place des obligations dans un portefeuille comme le nôtre. Pourquoi s'embêter avec ça alors que les rendements nets est proche d'un livret A et que c'est plus complexe? Alors c'est vrai que c'est complexe, les obligations. On avait fait un Finary Talk avec un gérant obligataire et franchement, si vous n'aviez pas un Doliprane à portée de main, c'était plutôt assez compliqué à suivre. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, il y a des choses assez bizarres. Par exemple, quand le prix baisse, quand les taux montent, le prix baisse. Très bizarre. Il y a le fait qu'en fait, on ait un taux au moment de l'achat, mais en fait, ce taux va changer au fur et à mesure. Mais si on va au bout, on porte l'obligation en fait à maturité et il ne change pas. Il y a plein de choses qui sont bizarres dans l'obligataire, c'est compliqué. Je pense que c'était historiquement un vrai coussin dans une allocation. On parlait souvent d'un portefeuille 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations, ou alors de dire qu'on met son âge en obligation. Par exemple, si on a 34 ans, on met 34% d'obligations. Si on a 70 ans, on met 70% d'obligations. C'est vrai qu'avec la hausse séculaire des marchés actions, on a un peu oublié les obligations. Nous, on en met il y en a dans les portefeuilles Finary Life. Pourquoi? Parce que en fait, on voit quand même que c'est un vrai coussin amortisseur quand il y a des crises. Et là, il y a eu un début de crise au moment des droits douaniers de Donald Trump. Bon, je pense qu'on était bien content d'avoir des obligues à ce moment-là. Les obligues, sur le long terme, surperforment quand même le livret A. Le rendement qui est visé, c'est entre 4 et 5% par an. Alors, c'est vrai que c'est pas le même risque, mais je trouve que le produit reste intéressant. S'il fallait choisir entre un fonds en euros et des obligations, je préfère les obligations. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fonds en euros, vous achetez en fait le bilan de l'assureur, alors que les obligations, vous achetez le bilan de centaines, de milliers, de dizaines de milliers d'entreprises ou alors de dizaines de pays, dont des pays qui sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc., le Japon. Donc vous avez quand même un risque de crédit qui est très faible. Donc, quelle est la place? En fait, ça dépend de votre profil de risque. On vient de lancer une fonctionnalité qui vous permet de définir le profil de risque directement dans l'application Finary. Ça s'appelle la méthode Finary. Vous allez dans Insight, vous verrez ça. Et là, on vous donnera notre vision des obligations. Je pense que ça dépend de vous. Ici, vous êtes à choisir. Effectivement, en matelas de sécurité, c'est beaucoup plus simple de le mettre sur livret A. Si maintenant, vous voulez avoir un peu plus de sécurité, vous voulez avoir une partie de vos actifs cotés sécurisés ou plus sécurisés, effectivement, ça peut être intéressant de mettre des obligations. Et donc là, à vue de nez, alors je ne connais pas du tout les détails de votre profil de risque, mais je dirais 20%. Ça semble pas déconnant, surtout que vous évoquez quand même une incertitude sur les revenus complémentaires. Donc il y a quand même peut-être un profil de risque qui n'est pas hyper risqué, mais qui est plutôt, on va dire, moyen, quoi. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, je prépare une vidéo sur les obligations, elle va sortir très bientôt. Comme d'habitude, on va essayer de faire un contenu aussi exhaustif que possible pour vous donner toutes les clés, mais en l'état, je ne pense pas que ce soit indispensable pour l'instant au vu de l'avancement de ton patrimoine et de tes objectifs. Voilà. Bon, il y avait quand même un dernier objectif qui était important, c'est que vous vouliez devenir
millionnaire. On a repris la répartition actuelle de votre patrimoine. On a mis vos investissements annuels qui sont quand même monstrueux. 40 000 € par an, ça fait mal. C'est un salaire qui passe dans vos invests, donc bravo. 100% bourse, bon 100% action en l'occurrence, parce qu'on a mis un rendement de 8%. Évidemment, si on mettait des obligations, on serait plutôt à 5%. Mais vous êtes en mode, on veut plus de patrimoine possible. Bon, on a mis un taux de rendement, un taux d'imposition à 17,2 avec le PA, etc. C'est peut-être un peu simpliste, mais on va dire que c'est ça. Et du coup, vous serez millionnaire dans roulement de tambour, un peu plus de 14 ans. Voilà. Je vois pas vraiment ce que vous pourriez faire de plus parce que vous êtes quand même au taquet en termes d'invest. Alors peut-être que vous allez augmenter vos revenus. Si vous doublez vos revenus, vous pourrez peut-être aussi doubler vos invests. Surtout qu'en fait, plus on est riche, moins on consomme moins on a besoin de consommer de revenus, sauf si on explose son train de vie et commence à rouler en Lamborghini, et qu'on achète des sacs Gucci. Mais généralement, quand on a beaucoup d'argent, on consomme quand même moins parce que tout simplement, on peut pas acheter, pas acheter 8 steaks hachés pour dîner le soir. En fait, un, ça suffit généralement. Donc, c'est vrai que vous pourriez potentiellement augmenter encore vos investissements. Mais là, avec le train actuel, le rythme actuel, vous êtes quand même sur une belle progression et vous y serez donc dans 14 ans à 48 ans pour vous. Plutôt pas mal. En étant parti de zéro. Il y a quand même un accélérateur énorme qui est à votre disposition, c'est le crédit. Mes amis, endettez-vous, il y a de la bonne dette là à faire. Vous disiez que vous vouliez acheter un appartement pour vos parents, pour vos enfants, achetez-vous déjà votre appartement, achetez des biens locatifs, achetez votre résidence principale. Enfin là, vous pouvez mettre le taquet de dette, quoi. Donc on a fait des petites simulations pour savoir ce que vous pourriez faire. Bon là, on est parti du principe que vous investiriez plus en bourse, mais vous mettez full immobilier. C'est évidemment un exercice, mais bon, tu vois, tu pourrais dire aussi que vous faites moite-moite et du coup, ça vous donne un ordre d'idée. On a pris les taux actuels, on a mis ça sur 25 ans. Bon, 25 ans, c'est plutôt une RP. Pour du locatif, ça va être plus dur d'avoir du 25 ans, peut-être plutôt du 20 ans. Mais bon, grosso modo, vous pouvez emprunter 727 000 €, ouais, exactement, pour votre projet. C'est quand même pas mal du tout. C'est un très beau projet. Ça, c'est sans... évidemment, vous pouvez mettre un apport là-dessus pour aller chercher quelque chose de plus gros. Et surtout, vous pourriez acheter des biens qui versent des loyers. Et là, je pense que vous achetez un appartement pour vos enfants en vue de leur donner, c'est très difficile parce qu'en fait, vous savez pas s'ils vont aller à Lyon, à Lille, à Paris, à Roubaix, j'en sais rien. Achetez plutôt des appartements pour vous maintenant qui vont vous générer soit du plaisir, donc ça s'appelle une résidence principale, soit des loyers, ça s'appelle un bien locatif. Et comme ça, vous accélérez votre création de richesse, surtout vous utilisez ce joker que vous avez, parce qu'aujourd'hui, vous avez des énormes revenus et vous avez aucun emprunt en face, ça c'est très dommage. Donc, si vous voulez tout utiliser pour la RP, très bien, pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être hyper intéressant et ça va vachement accélérer votre création de richesse. Il y a un autre point qui est intéressant parce qu'en fait, quand on a d'abord retrouvé ce profil, quand on a regardé ce profil, il y avait une stratégie d'aller acheter du Bitcoin. Et en l'occurrence, ce que le médecin voulait faire, c'est qu'il voulait acheter du Bitcoin, attendre que ça double et ensuite vendre. Et c'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il a vendu tout son Bitcoin. Donc aujourd'hui, c'est plus un sujet a priori. Donc on a fait deux choses. On a déjà calculé combien le MSCI World aurait rapporté si on avait investi 100 € en 79. Voilà, 79, c'est pour avoir un horizon de temps super long. Donc 100 € en 79, ça aurait donné 9 277 €, donc plus 9 000%. En gros, on aurait doublé sa mise 6,5 fois, ce qui est monstrueux. On aurait eu un rendement annualisé de 10,5%, donc plus que ce qu'on envisage généralement. Mais ça vous montre un peu le risque de sortir trop tôt. Et donc, si on regarde ici sur notre graphe, on a un peu la même chose. Là, on va dire on est sorti au pic avant la bulle Internet. On était un trader de folie, on est sorti en 99, génial. Et ensuite, on est passé en monétaire parce que voilà, on a tout mis sur le livret A pour être sûr. Eh bien, on se retrouve avec une perf qui est ici. Si on avait continué au contraire à rien changer, on aurait pris une énorme claque, on aurait mis 14 ans à s'en remettre. Mais par contre, derrière, ça aurait explosé puisqu'on aurait fait x4. Donc, il y aurait eu 2 doublements derrière. Donc ça montre bien l'importance de rester dans le marché et de ne pas essayer de faire un coup de ressortir. Le Bitcoin, est-ce qu'il va doubler ? J'en sais rien. Mais la réalité, c'est que, imaginez si vous achetez du Bitcoin à 1000 et que vous le vendiez à 2000, super, vous auriez fait plus 100%. Le problème, c'est qu'il aurait fait x50 derrière encore. Donc vous auriez regardé depuis le côté du stade et vous auriez fait coucou au Bitcoin qui s'envole. Et c'est un peu pareil sur le MSCI World, c'est un peu pareil sur le CAC 40 qui a, vous voyez, une trajectoire qui est quand même assez monstrueuse. C'est la même stat. Si on investit 10 000 € sur le CAC 40, on va dire en 91. Bon, le CAC 40, il a été créé en 87, mais nous, on a pris des dates à partir de février 91. On est allé de février 91 à février 2025. Donc février 91, vous mettez 10 000 €. C'était un gros bet. En février 2025, vous avez 131 000 €. Donc vous avez fait plus 1200%. Vous avez fait
vous avez doublé votre mise 3,7 fois. Plutôt sympa. C'est beaucoup moins impressionnant que le MSCI World parce qu'il n'y a pas la partie US, mais quand même, vous avez un rendement annualisé de 7,8%, donc ça reste quand même très important. Et encore une fois, ça montre que si vous étiez sorti après le premier doublement, bah, vous auriez quand même perdu beaucoup. Et on le voit sur le graphe ici. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes là pour le long terme, le très long terme, le très long terme. Aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître inquiétant parce qu'en fait, bah oui, le marché fait pas x2 tous les ans et c'est bien normal, sinon ça serait très inquiétant, ce serait une bulle. Donc restez bien investi, vous visez le très long terme et avec ça va très bien se passer. Vous irez à votre million et au-delà avec un emprunt et de l'immobilier bien plus rapidement. Mais en tout cas, c'est le long terme qu'on joue, c'est pas un petit coup en bourse qu'on essaye de faire. Voilà, j'ai beaucoup parlé parce que ça me faisait super plaisir de refaire une analyse. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une. On est vraiment que ensemble, j'allais dire, vous et moi. Donc, si vous voulez que j'analyse votre patrimoine comme le couple de médecins qui, j'espère, a appris plein de choses aujourd'hui, eh bien, vous allez sur le lien dans la description. Si vous avez des idées pour d'autres variations d'analyse de patrimoine, dites-le moi aussi. Si vous voulez que je fasse des vidéos, dites-le moi. Si je vous ai aidé un jour, dites-le moi. Bref, faites-moi un commentaire. Et puis, faites attention quand vous investissez. La bourse, c'est génial. Vous pouvez doubler votre mise plein de fois, mais vous pouvez aussi perdre pas mal d'argent. Donc, allez-y avec précaution. Formez-vous. Le meilleur investissement, c'est dans vos connaissances. À très vite. Ciao.